Question des temps nouveaux. Un forum d'échange pour mieux saisir les réalités d'aujourd'hui et de demain. Plus de 50 ans après son indépendance, l'Afrique pense toujours son développement. À ce niveau, l'Union africaine a inscrit dans son agenda cette étape importante. Dans cette volonté d'affranchir le peuple, l'industrialisation est le maître mot. Chaque pays se dote de plans de développement. Les échéances d'émergence sont fixées selon les pays, déjà à partir de 2020. Dans une situation économique tirée des matières premières, elle-même soumise à l'influence du marché international, comment y aller, avec quelle approche, les moyens à mettre en œuvre, autant de questions qui guident cette émission, Questions des temps nouveaux, avec pour piste centrale vers l'industrialisation de l'Afrique selon l'agenda 2063 ou l'objectif PNUD 2030. Bonjour à tous et bienvenue. Pour en parler, je reçois professeur Hippolyte Fofak. Il est économiste principal à Afreximbank. Bonjour professeur. Bonjour, merci. Docteur Diery Seck, directeur général au Centre de recherche en économie et politique et membre de l'Académie nationale des sciences de technologie du Sénégal. Bonjour. Bonjour. Et Madame Patience Ombik, directeur des politiques et stratégies à Nkafou Policy Institute au Cameroun. Bonjour. Bonjour, Monsieur Koum. Merci à tous d'avoir accepté de répondre à cette invitation. Je rappelle que tous les trois, vous sortez fraîchement du 4e sommet des think tanks sur l'industrialisation de l'Afrique, organisé par la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique et la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, qui a pris fin hier en Côte d'Ivoire avec pour thème central les think tanks africains et l'industrialisation de l'Afrique. Avant toute chose, un tour de table sur la vision de l'industrialisation de notre continent. Je voudrais bien commencer par poser cette question à Patience Ombik sur la vision de l'industrialisation de l'Afrique. Merci, Monsieur Koulibaly. Quand on parle de vision, je vais me permettre de m'exprimer comme un enfant qui rêve. Je rêve que les Africains passent enfin à l'implémentation de toutes les stratégies qu'on s'attelle à développer et à mettre sur les papiers. Je rêve qu'on prenne conscience, du moins nos dirigeants, de l'importance de la jeunesse et de la ressource humaine qu'on a au sein du continent pour pouvoir mettre sur pied toutes ces stratégies-là. Je rêve également que l'Afrique enfin devienne fière de son potentiel en termes de ressources humaines, de ressources naturelles surtout, parce qu'on a beau se demander, on a tout, mais pourquoi on ne décolle pas quand les autres viennent puiser chez nous pour s'industrialiser? Pourquoi nous, on n'arrive pas à faire pareil? Donc c'est un rêve d'enfant et je reste très optimiste. J'espère qu'un jour, enfin, on va passer ce cap. Docteur Diery Seck, cette vision de l'industrialisation de notre continent. Mon approche de la question est plutôt à caractère de diagnostic. Pourquoi on ne s'industrialise pas? Eh bien, je voudrais simplement noter un paradoxe. Si on regarde par exemple les pays africains avec lesquels on est le plus familier, prenons par exemple l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, puisqu'on y est en Afrique de l'Ouest, eh bien on se rend compte que ces pays-là ont pour la plupart beaucoup de ressources naturelles. Si on prend par exemple l'exemple de la Côte d'Ivoire avec son café, son cacao et certains de ses produits miniers, c'est un atout. Si on regarde aussi les marchés, que ce soit les marchés étrangers qui sont relativement proches, que ce soit par bateau ou par avion, ou alors les marchés intérieurs, on appelle en général les marchés domestiques, il y a quand même une classe moyenne qui est en train de se développer et qui en fait est très consommatrice de produits industrialisés, comme par exemple les vêtements, les voitures, les équipements ménagers. Donc il y a une demande solvable. Et pourtant, on se rend compte que nous n'avons pas sur place une industrialisation qui permet de satisfaire ça. Il y a aussi le capital humain. Les Africains sont de plus en plus formés, éduqués, et donc seraient capables d'occuper des postes de responsabilité en matière de production industrielle. Alors, vu ces actifs-là, le retard sur l'industrialisation est un peu incompréhensible. Et par exemple, nous savons aujourd'hui que beaucoup de technologies qui, en fait,
contribuent à l'industrialisation sont accessibles. On n'a pas besoin de les inventer, on peut parfaitement les acheter. On peut acheter des brevets, on peut avoir des partenariats qui nous permettent... parfois on peut acheter directement des technologies qui simplement disent, bon, écoutez, voilà les plans, allez-y. Une question qui me taraude un peu. On aura en tout cas l'occasion, docteur, de revenir beaucoup plus en détail sur ces ressources. On va passer la parole à professeur Hippolyte Fofack, économiste principal à Afreximbank. Alors, l'industrialisation de notre continent, quel est votre point de vue, quel est votre regard? Oui, merci M. Coulibaly. Et je dois d'abord dire que le fait que nous avons ce débat aujourd'hui est un aveu du fait de l'importance du thème pour le développement de notre continent. Et je dois dire que ma vision est un peu une perspective historique, mais également une perspective pratique, un aspect pratique. Sur le plan historique, l'industrialisation, ça a toujours été au cœur du développement de l'Afrique. Souvenez-vous du plan d'action de Lagos des années 80, qui est, n'est-ce pas, décrété la décennie de l'industrialisation de l'Afrique, des années 80-90. Mais après cette déclaration de Lagos, nous n'avons pas eu la portée et la mise en œuvre, les moyens nécessaires pour réaliser cette vision. Et conséquence, nous avons maintenu ce modèle où la croissance dans le continent était dans une large mesure tirée par les exportations de matières premières. Aujourd'hui, on revient dans les années 70-80 où la croissance tirée par les matières premières a ses limites, en ce sens que quand les cours des matières premières, n'est-ce pas, tombent, quand nous rentrons dans la détérioration des termes de l'échange, les conséquences sont immédiates en termes de balance de paiement, en termes de déficits commerciaux et la carence des réserves qui fait qu'il devient très très difficile de procéder à une gestion macroéconomique saine. Donc c'est par rapport à ce background que nous avons aujourd'hui beaucoup de pays africains, n'est-ce pas, qui mettent l'accent sur l'industrialisation. C'est devenu une nécessité si nous voulons vraiment intégrer l'économie mondiale. Et c'est dans cette optique que la Banque africaine d'export-export a fait de l'industrialisation un des piliers majeurs de sa vision 2001 qui est vraiment en train d'être mise en cours. Donc notre nouvelle stratégie met l'accent sur l'industrialisation comme un moyen d'éviter que les pays africains continuent à tomber dans ce cycle d'endettement lié, n'est-ce pas, à la détérioration des termes de l'échange. Professeur Hippolyte Fofack, vous avez la parole, donc vous la gardez. Je vous pose cette question. Vu ce que vous venez de dire, quelle est la situation réelle économique du continent? Quel est son potentiel avant de prétendre aller à l'industrialisation? Nous avons assisté, après la période d'accès des pays à l'allègement de l'endettement, l'initiative PPTE, nous avons assisté à une croissance phénoménale dans la sous-région. Et d'ailleurs, souvenez-vous, on a parlé d'Africa Rising, parce que nous avons des pays qui ont des taux de croissance de 5, 6, 7, 8%, et même 10%, si on prend des pays comme l'Éthiopie, n'est-ce pas? Mais on s'est rendu compte que dès qu'on a eu en 2014 la chute des cours des matières premières, l'Afrique est passée subitement de 5, 6, 7% à une croissance aujourd'hui qui est 2,8%. Et quand on a une croissance de 2,8% avec une croissance de la population dans le même ordre, en termes réels, si on ajuste par l'inflation, il n'y a vraiment pas de croissance. Donc c'est le challenge que nous avons aujourd'hui, où les pays peuvent passer, n'est-ce pas, d'un taux de croissance de 5-6% à moins de 3% en l'espace de 2 ans. Et la raison majeure, comme vous vous souvenez, c'est cette dépendance par rapport aux matières premières. Et la question auquel on se pose aujourd'hui, c'est que pendant que le produit intérieur brut de l'Afrique a comprimé, s'est contracté, passant de 2,4 trillions de milliards de dollars à 1,8 au cours de ces 2 dernières années, nous avons eu dans des pays, n'est-ce pas, où la croissance est tirée par l'industrialisation, le secteur manufacturier, ces pays ont résisté beaucoup plus à la contraction économique globale que les pays africains. Donc c'est dans cette optique qu'il devient vraiment important, n'est-ce pas, de mettre sur pied des stratégies qui permettront aux pays africains de mitiger leur vulnérabilité par rapport aux cycles globaux, à la volatilité des économies mondiales. Je dois également dire que bien que nous assistons
n'est-ce pas, à une contraction du produit intérieur brut en Afrique, de la croissance. Au niveau granulaire, il y a quelques exceptions. Et vous n'êtes pas surpris de savoir qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une locomotive, n'est-ce pas, d'économie africaine, pendant que les autres pays de la sous-région enregistrent des taux de croissance à la baisse. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est tirée à près de 8% de taux de croissance, qui est vraiment exceptionnel dans un contexte, n'est-ce pas, où nous assistons à une baisse, n'est-ce pas, de la croissance. La Côte d'Ivoire est une exception dans ce cas. Donc, ça veut dire qu'il y a une croissance à stabiliser, à niveler au niveau des pays africains. Docteur Diri Seck, parlant de ces ressources, vous avez indiqué qu'il y a un contraste. Est-ce que ce contraste nous empêche de reconnaître quand même qu'il y a du potentiel qu'on peut exploiter et arriver rapidement à notre industrialisation? En fait, ce qui nous fait espérer, en dépit du contraste, c'est qu'effectivement, le potentiel est là. Et je crois qu'il n'y a rien vraiment, du point de vue de l'analyse économique, qui semble indiquer que nous ne pouvons pas nous industrialiser. En réalité, tout semble indiquer que nous pouvons nous industrialiser. Alors, j'aimerais faire un petit rappel statistique qui concerne pratiquement beaucoup de pays africains. Vous savez que si on regarde le produit intérieur brut per capita, c'est-à-dire le revenu par personne, beaucoup de pays africains avaient, dans les années 60, un revenu plus élevé qu'aujourd'hui. En d'autres termes, vous, en tant qu'Ivoirien, aujourd'hui, vous êtes moins riche que votre grand-père en 1960-70. Parce que simplement, il y a eu une longue période de déclin économique dans la plupart des pays. Bon, il y a quand même eu un revirement maintenant, par exemple, la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui sont en train de remonter, mais pour certains, ils n'ont pas atteint le niveau d'il y a 40 ans. Alors, donc, il y a de la croissance, mais c'est une croissance qu'on observe à court terme. Ce n'est pas une croissance qu'on peut observer sur 30 ou 40 ans, ce qui est vraiment le fondement du développement économique. L'autre chose que l'on remarque quand on regarde les graphiques d'évolution du produit intérieur brut, que ce soit per capita ou bien agrégé, il y a une très grande volatilité, à savoir que les chiffres changent de manière très significative d'une année sur l'autre. On ne peut rien faire si on a autant de volatilité dans une économie. Et ça pose un problème sérieux pour les décideurs, comme même pour les gens. Si, par exemple, vous n'êtes pas sûr de combien vous gagnez l'année prochaine, vous ferez attention, vous ne ferez pas d'investissement à long terme, parce que vous aurez peur de ne pas être à la hauteur. L'autre aspect, qui est aussi un peu un corollaire de ça, c'est que nous avions espéré, après l'indépendance, que pour quelques années, on aurait un rattrapage, que les pays africains rattraperaient d'autres régions du monde, et que donc finalement, on serait un peu dans la même mouvance. Mais ce n'est pas vrai. On a vu des pays, par exemple, qui sont sortis de longues périodes de guerre, comme le Vietnam, qui nous ont dépassés depuis longtemps, alors qu'au moment de leur guerre, on était bien plus avancés qu'eux. Donc tout cela pour dire que nous avons un problème majeur, statistique, dans l'évolution de nos économies. Dans les années 60-70, il y avait ce qu'on appelait la stratégie de substitution des importations. En d'autres termes, il ne fallait pas trop importer de produits industrialisés, mais les faire nous-mêmes de manière à créer de l'emploi, à réduire les déficits du gouvernement et aussi réduire le déficit de la balance des paiements. Ça a été abandonné. Pourquoi ça a été abandonné? Dieu seul le sait, parce que nous avons été amenés à participer davantage dans l'économie globale, mais cela au dépend de nos politiques d'industrialisation. Et on n'est pas encore revenu assez vers ce qu'on appelait avant les politiques de substitution des importations. Aussi, nous avons encore des problèmes. Mais je vais encore, plus tard, je vais vous expliquer un certain nombre de choses qui sont liées à l'industrialisation, mais en fait qui sont caractéristiques de nos propres économies, leur taille, leur intégration et tout. Dans tous les cas, le débat est bien lancé. On va parler de ces différents défis à relever pour l'industrialisation. La parole à présent à Patience Ombic. Quand on a entendu sinon tous ces regards de professeur Hippolyte comme de docteur Diri, comment selon vous on peut expliquer le fait qu'aujourd'hui, après tout ce qu'on a comme richesse jusque-là, il n'y a pas encore de solution? En dehors de certains obstacles qui ont été signalés par mes collègues ici présents, moi je vais porter l'accent sur la nécessité de diversifier nos économies. C'est-à-dire quand on a une difficulté telle que la chute du cours du pétrole qu'on a connue il y a quelque temps et que les pays voient leur économie en souffrir, ça signifie qu'il y a une nécessité de penser à la résilience. Donc comment envisager cette diversification-là de manière horizontale et
verticale également, afin que dès qu'on subit un choc, qu'on puisse y résister et de dire notre économie peut être stable dans la durée. Je pense que ça également, ça mérite que nos gouvernements et les différents partenaires au développement se penchent sur la question. Donc, cela m'envoie à un autre problème structurel qu'on a, c'est celui du climat des affaires. Une économie ne saurait être forte tant qu'on n'arrive pas à attirer des investisseurs. Or, l'investisseur, qu'il soit local ou étranger, veut être sûr qu'il ne va pas investir à perte. Comment est le climat des affaires? La qualité des infrastructures, l'accès à l'énergie, l'accès aux ressources humaines. Donc, tous ces paramètres-là peuvent permettre d'avoir plus de personnes qui nous font confiance et qui décident d'avancer avec nous vers le développement de nos économies. Et l'un des éléments dont on a besoin en tant qu'Africains, c'est davantage de statistiques. On arrive à identifier nos forces, mais des fois, les partenaires les connaissent mieux que nous et ils les exploitent mieux que nous parce qu'ils ont pris les devants. Si on sait, par exemple, le cas du Cameroun, ok, la fierté du Cameroun, c'est le poivre de Pendia. Mais je vous assure, j'en ai entendu parler pour la première fois en Allemagne. C'est un Allemand qui me disait, tiens, vous avez le poivre de Pendia. Je dis, ah bon, c'est de retour au pays que je me suis mise à chercher. C'est quoi cette fierté locale que j'ignore? En fait, c'est à déplorer, mais c'est ça la réalité. On n'investit pas suffisamment à connaître nos forces et à pouvoir les développer et les vendre de manière assez efficace. Donc, la recherche, le développement doit être prise en compte des statistiques honnêtes, pas des statistiques qui visent à flatter la communauté internationale ou les regards des investisseurs. Il faut qu'on soit honnête envers nous, qu'on reconnaisse nos faiblesses en fait pour y travailler et les transformer en force. Donc voilà, de manière ramassée les trois éléments que j'ai à citer pour l'instant. Alors, Patience, on bique au moment où vous parliez. Moi, j'avais le regard tourné vers le Dr Dirisek, puisqu'il est directeur général du Centre de recherche en économie politique. Quand vous avez parlé de statistiques, j'imagine évidemment que en recherchant des solutions à nos économies, c'est aussi quelque part votre rôle. Est-ce que vous ne nous donnez pas parfois des chiffres qui ne sont pas justes? Pour commencer, la plupart des centres de recherche ne produisent pas des chiffres. Ils les utilisent, à moins d'avoir des projets qui sont relativement petits, où on va faire de la collecte de données primaires. Mais pour la plupart, il y a beaucoup de sources de données. D'ailleurs, c'est mieux comme ça, parce que personne ne va nous dire qu'on a inventé des données, ou bien qu'on est en train de condamner ou d'accuser un gouvernement avec des chiffres que nous avons concoctés nous-mêmes. Donc je pense que sur ce plan-là, il y a absolument aucun problème. De plus en plus, bon, c'est vrai qu'on s'est beaucoup plaint, hein, pas seulement les Africains, mais tout le monde, de la faible qualité des données africaines. Je pense que c'est quelque chose qui est reconnu. Si on n'a pas de bonnes données, on ne peut pas utiliser les données pour, en fait, énoncer des politiques économiques. Mais pour revenir à cette question-là, je pense que nous avons eu des années, des décennies, où tous les États africains, surtout après l'indépendance, on pensait qu'ils devaient être les principaux acteurs productifs de l'économie. Alors, il y avait beaucoup d'entreprises d'État, il y avait beaucoup de réglementations sur des marchés qui devaient être en fait libres, si bien que l'échec des entreprises d'État, des entreprises étatiques, le secteur étatique, a entraîné beaucoup de retard et beaucoup de pertes aussi, parce que quelqu'un devait payer pour leurs dettes. Si vous prenez par exemple une entreprise qui fait du pétrole ou bien qui fait des grains ou bien du cacao, si elle est mal gérée et qu'elle fait faillite, vous savez que ce sont les contribuables qui vont payer ça. Et aussi, là où on aurait dû avoir peut-être 20 ou 30 ans de croissance, on aura en fait de la décroissance parce qu'on a perdu du temps. Ça, c'est une chose qu'il faut dire. Il y a aussi deux autres choses que je dois mentionner. La première, c'est que, vous savez, si vous reprenez l'Afrique et vous regardez la taille des États, donc des marchés intérieurs, il y a beaucoup d'États qui en fait ont moins de 2 millions d'habitants. Et ces petits États-là, non seulement ils ont moins de 2 millions d'habitants, mais il y a une bonne frange qui est pauvre. Comment voulez-vous faire de l'industrialisation dans de tels États? Et pourtant, chaque État se dit, moi, je dois avoir ma propre politique industrielle, je vais me développer par mes propres moyens. Résultat, on perd beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il y a quelque temps, je passais beaucoup de temps à regarder la question de l'industrialisation transfrontalière.
C'est-à-dire que ce n'est pas un seul État qui veut faire quelque chose. Avec les États qui sont aux alentours, ils vont se mettre ensemble pour produire, même ça veut dire un actionnariat transfrontalier aussi. Si par exemple vous prenez la Côte d'Ivoire est à côté du Ghana, mais le Togo et le Bénin ne sont pas si loin, et au nord vous avez le Burkina. Si par exemple vous décidez d'avoir de grandes industries pour la transformation de l'huile de palme, du café, du cacao, il est bien certain que le marché d'abord serait plus grand, mais aussi les sources de capital et de connaissances seraient plus grandes. Donc je pense que c'est quelque chose auquel il faut vraiment réfléchir, parce que nous ne pouvons pas avoir l'intention d'avoir une grande intégration régionale, mais du point de vue des politiques économiques, on en reste encore à des politiques nationales. Donc ça montre quand même que c'est difficile. Afreximbank, vous l'avez indiqué sur ce plateau, s'aligne sur la volonté d'industrialisation du continent. Mais en tant que banque, qu'avez-vous déjà entrepris pour accompagner les différents pays à aller vers l'industrialisation? Professeur Hippolyte Fofack, vous qui êtes économiste à Afreximbank. Moi, j'aimerais d'abord, M. Koulibaly, revenir un peu sur la problématique que vous avez posée par rapport au potentiel de l'Afrique. Dans les années 1974, le professeur Gunnar Myrdal, qui a, n'est-ce pas, eu le prix Nobel d'économie, avait, dans les années 70, décrété que l'Afrique avait plus de potentiel que l'Asie, que l'Afrique devait réussir son développement et l'Asie aurait beaucoup plus de problèmes. Et l'argument majeur qu'il avait, c'était que l'Asie était surpeuplée. Et par conséquent, était surpeuplée et n'avait pas assez de ressources naturelles pour réaliser ce développement. Et 30-40 ans plus tard, le contraire s'est réalisé. L'Asie a, n'est-ce pas, réussi à se développer en réussissant sa transition démographique. Ce qui était, n'est-ce pas, un obstacle est devenu un atout majeur. Et on se rend compte que l'une des raisons pour laquelle l'Afrique n'a pas décollé, en dépit de son potentiel en termes de ressources naturelles, c'est peut-être lié, n'est-ce pas, à cette contrainte démographique qui fait que, avec un peu de 200 000 ou 500 000 habitants comme le Gabon à l'époque, ce n'était pas un marché. C'était une petite ville et pas un marché. Mais aujourd'hui, nous avons une renaissance au niveau démographique qui fait que les marchés africains, ce n'est plus simplement le Nigeria ou l'Afrique du Sud ou le Kenya. Les marchés sont en train de s'imposer en Côte d'Ivoire, des populations, on est passé, n'est-ce pas, en 70 à 6-7 millions, à 25 millions. Donc le potentiel démographique est aujourd'hui tel que l'Afrique ne peut plus être ignorée, aussi bien par les investisseurs que par les grandes multinationales, dont le potentiel est là, est en train de s'imposer. Et l'autre aspect également qui est important, c'est que en termes de géostratégie, les pays occidentaux qui jusqu'alors étaient le réservoir du surplus de population africain sont de plus en plus réfractaires à l'immigration. Donc nous avons une option, c'est soit la marée qui, n'est-ce pas, échoue au large de la Méditerranée continuera avec les implications que ça s'impose, ou on créera des conditions pour la création d'emplois et de développement dans l'espace continental, de manière à contenir cette marée et, n'est-ce pas, contribuer au développement du continent. Et ça, c'est l'option que nous, à Afreximbank, avons retenue. Et pour, n'est-ce pas, avancer cet agenda, nous avons un certain nombre de produits ou d'initiatives, en particulier, un d'entre eux qui est, n'est-ce pas, en train d'être réalisé en ce moment, c'est la construction et développement des parcs industriels et des zones économiques spéciales. Et, by the way, en partie, nous avons des accords avec le gouvernement ivoirien pour développer des parcs industriels, des zones économiques spéciales en Côte d'Ivoire, dans les zones du Nord, autour d'Abidjan, pour, n'est-ce pas, non seulement créer des emplois, mais permettre à la Côte d'Ivoire de devenir un acteur important dans le processus de transformation industrielle, transformation agroalimentaire et diversification de ses exportations. Restant toujours dans la Côte d'Ivoire, nous avons, n'est-ce pas, réalisé à Afreximbank depuis que bien que la Côte d'Ivoire est leader mondial incontesté dans la production du cacao, la Côte d'Ivoire seule et l'Afrique entière comptent plus de 85% de la production mondiale du cacao. Mais
en dépit, n'est-ce pas, de ce leadership mondial, la transformation des grains de cacao en poudre était faite en majorité, n'est-ce pas, en Hollande. Donc, Afreximbank a créé une initiative, nous avons mis sur pied 350 millions de dollars pour la transformation de la filière cacao. Et je suis enchanté de vous informer que depuis 2015, la Côte d'Ivoire a retrouvé la place qui est sienne, c'est-à-dire que leader mondial dans le cocoa grounding, la transformation des noix de cacao en poudre de cacao. Donc ça, c'est des initiatives qui sont en cours, soutenues par, n'est-ce pas, la Banque africaine d'import-export, mais également nous avons une stratégie plus large. Notre stratégie, le plan qui est en œuvre en ce moment, a, n'est-ce pas, un certain nombre de piliers, et l'un des piliers majeurs, c'est l'industrialisation et la transformation des exportations de l'Afrique. Et nous pensons qu'avec cette initiative, nous allons, à travers l'industrialisation, aider un volet important qui est celui de l'accroissement, la croissance des échanges intra-régionaux. Et une des contraintes majeures, le fait qu'aujourd'hui les échanges intra-régionaux en Afrique restent à moins de 15%, c'est que tous les pays produisent la même chose. Et avec l'industrialisation, M. Coulibaly, on permettra à la Côte d'Ivoire d'exporter, n'est-ce pas, vers le Ghana peut-être du savon, peut-être de l'huile, de cajou. Donc il y aura beaucoup d'opportunités dans le commerce intra-régional à partir, n'est-ce pas, du volet industrialisation. Ce que je retiens, en tout cas, c'est qu'on est tous d'accord qu'il faut aller à l'industrialisation par étapes. Par quoi doit-on commencer? D'abord, Madame Patience Ombik. Moi, je dirais tout bêtement par les infrastructures. C'est-à-dire, on doit pouvoir faciliter l'industrialisation à tous les entrepreneurs. Les routes, les infrastructures routières, l'accès aux nouvelles technologies, l'accès à l'énergie. Parce que pour ceux qui sont déjà impliqués dans le processus de transformation des produits naturels, ça reste un obstacle énorme. Ça veut dire, si vous transformez, pour le cas du Cameroun, du poivre de Pendia, si vous l'exportez et vous comptez le transformer localement, vous avez besoin de toutes ces facilités. Et ainsi, vous pourrez travailler sur l'employabilité des jeunes, parce que c'est aussi l'un des soucis du sommet des think tanks auquel on a assisté, l'accès des jeunes à l'emploi. Donc, tant que la machine est bien huilée, les jeunes peuvent en profiter et l'entrepreneur peut absorber cette ressource humaine. Aujourd'hui, il y a véritablement un problème à ce niveau. On sait que on ne forme pas forcément pour l'emploi disponible sur le marché. Là encore, c'est un autre défi à relever. C'est un autre défi, tout à fait. Et là, ça rejoint la question de l'éducation STEM, en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques qu'on décrit. Les statistiques au niveau du continent sont alarmantes. Au Cameroun, on parle de moins de 20% de jeunes qui se forment dans ces domaines-là. Ça veut dire qu'il faut encore une sensibilisation pour que la formation soit adéquate aux besoins dans le marché de l'emploi. Et quand on veut évoluer vers le processus d'industrialisation, parce que c'est un processus, on doit tenir compte de tous les facteurs qui nous permettraient véritablement de sauter le cap. Et la qualité de la ressource humaine en fait partie. Quel type de formation on offre? Il y a aussi le paramètre du transfert de technologie. On a nos jeunes qui vont dans des pays déjà industrialisés, qui sont exposés à de meilleures techniques et outils, mais quand ils reviennent, est-ce qu'ils sont utilisés de manière adéquate? Dans certains ministères, vous allez voir un ingénieur qui est placé à un poste qui n'a rien à voir avec ses capacités. Par exemple, on peut dire qu'il est chargé d'études, mais toujours on ne sait pas ce qu'il étudie. Il ne pratique pas ce qu'il a appris et du coup, son savoir ne profite pas à la nation ni à lui-même. Donc, on doit pouvoir penser à ce processus-là de la qualité formation-emploi et en même temps du transfert de technologie pour pouvoir maîtriser les outils dont on a besoin. Docteur Dirissé, vous pensez qu'il faut commencer par la formation? Oui, en fait, j'élargirais même la question des préalables. L'approche suivante. Pendant très longtemps, dans beaucoup de pays africains, étant donné que l'État se présentait comme le principal acteur productif de l'économie, on se méfiait des gens qui gagnaient beaucoup d'argent. Soit le fisc les poursuivait, ou bien on pensait qu'ils étaient dans des combines pas claires. Et littéralement, ils étaient sanctionnés, les gens qui avaient de l'argent. Alors que dans d'autres régions du monde, par exemple dans le monde anglo-saxon, que ce soit en Amérique du Nord ou bien en Scandinavie, on considérait que si vous êtes riche, c'est la récompense de votre effort. Et donc finalement, on vous célébrait. Ici, les gens se cachent encore quand ils ont de l'argent, alors qu'en fait, ailleurs, on dit, mais
Ce gars-là, il a réussi. On sait comment il a réussi. Il faut donc l'encourager. Ça veut dire que si quelqu'un dit j'ai des projets qui sont très bons, il devrait avoir beaucoup plus voix au chapitre sur les questions de formulation des politiques économiques. Parce qu'en fait, c'est lui qui va employer les gens, c'est lui qui connaît le marché, son marché tout au moins. Et je pense que les États devraient créer, enfin maintenant ils sont en train de le créer, un climat de dialogue un peu plus fructueux, un peu plus riche. Mais il y a quand même encore une forte tendance des États à penser que pour les questions de formulation des politiques économiques, de formation des jeunes et tout ça, c'est eux qui doivent décider. C'est une grave erreur. Vous savez, il y a des pays où, en fait, le ministère de l'économie et des finances s'assoit avec des gens du secteur privé pour dire de quel genre d'employés avez-vous besoin. Nous allons les former. Ici, on se plaint tout le temps qu'on a des gens qui ont été formés mais qui n'arrivent pas à trouver un emploi parce que simplement, on les a formés dans autre chose que ce dont le marché a besoin. J'aimerais ajouter deux ou trois choses, en fait, un peu liées à ça. C'est la question de la monnaie. Beaucoup de pays africains ont des monnaies qui sont arrimées à d'autres monnaies qui, en fait, en font des pays à monnaie surévaluée. Si vous voulez exporter, vous ne pouvez pas avoir une monnaie chère. Plus la monnaie est chère, plus vous encouragez les importations et vous découragez les exportations. Cette question-là, parfois, se pose de manière même, je pense que même dans le cas du franc CFA, c'est une... Oui, c'est un débat qu'on a plusieurs fois eu. Oui. Mais bon, finalement, c'est un peu lié à l'industrialisation. Parce que si vous faites une bouteille, par exemple, que vous ne pouvez pas vendre à moins de, disons, on va dire, 2 €, alors que quelqu'un en Asie peut le vendre à 50 cents, mais qui va acheter votre bouteille? Cette question-là se pose, mais je ne veux pas trop m'attarder à ça. Je pense que, comme les tigres asiatiques ont fait, il est bon d'identifier des champions de l'économie. En Corée, le premier ministre de l'économie s'assoyait avec les grands industriels. De quoi avez-vous besoin? Vous voulez qu'on baisse la valeur de notre monnaie pour que vous exportiez plus? On va le faire. Vous voulez avoir plus de crédit bancaire? On va parler avec les banques. En d'autres termes, on leur mettait le succès entre les mains. Ils n'avaient qu'à bosser très dur. De toute façon, 30 ans plus tard, on a vu le résultat. Mais quand on écoute un discours d'un ministre de l'économie et des finances ou même d'un président, on est étonné de voir l'absence de l'opinion du secteur privé dans ce qu'ils ont décidé de faire. C'est comme s'ils travaillaient pour d'autres que ces gens-là qui en fait créent les emplois et la richesse. Effectivement, c'est un constat que nous avons aussi fait, qu'on n'a pas suffisamment confiance en nos investisseurs locaux. Oui, c'est vrai. En fait, c'est ça le cas. Mais vous savez, ça vient de cette longue tradition de ne pas faire confiance au secteur privé. L'État pensait qu'après l'indépendance, c'était à lui, dans le monde francophone comme dans le monde anglophone, de développer le pays, de faire les investissements. C'est pour ça qu'après les indépendances, on a eu beaucoup de secteurs para-étatiques avec toutes sortes de sociétés d'État, des gens qui étaient nommés par décret. Puis, depuis quand on nomme un bon gestionnaire par décret? Il se crée lui-même, il crée une entreprise, il va chercher son financement. Mais ces gens-là, on les mettait un peu de côté. Et parfois même, on les excluait de certains secteurs parce qu'on considérait que ça devait être des monopoles d'État. On utilisait parfois des mots très ronflants comme secteur stratégique. Ça n'avait rien de stratégique. Tout ce qui est stratégique, c'est que finalement, ils ont échoué. Et toute l'économie, tous les contribuables ont dû payer parce qu'on s'était trompé. Je pense que de ce côté-là, il faut vraiment réfléchir. Qui on met devant? Moi, je pense qu'on devrait mettre le secteur privé devant, non pas en choisissant M. X ou Mme Y, mais en laissant le secteur se développer. Les gens identifient les bonnes opportunités et après on les appuie. Par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire, si quelqu'un dit bon, moi je vais faire du bon café, je le fais. Okay. Une dernière question. Ça concerne en fait notre ami de Afro-Exim Bank, mais pas seulement. C'est le rôle des banques continentales ou sous-régionales. Ces banques-là ont un rôle extrêmement important. Souvent, on n'en parle pas parce que bon, les investisseurs se tournent vers les banques nationales, mais ça suffit pas. Une fois, j'étais à une assemblée générale de la Banque africaine de développement. C'est il y a quelques années. Il y avait une dame qui est venue me voir. Elle est journaliste, mais elle ne savait pas comment lire les finances, les rapports financiers de la BAD, parce que c'est exprimé dans une monnaie qui n'existe pas vraiment. Bon, c'est une monnaie de composite. Et quand j'ai fait les calculs, j'étais étonné par le faible capital de la Banque africaine de développement. C'était il y a 6 ou 7 ans. Je ne revenais pas. Je dis, mais comment peut-on avoir une banque avec un nom aussi ronflant, avec si peu de capital? On m'a dit que par la suite, après, ils ont augmenté leur capital. Mais franchement, si on veut que l'Afrique se développe, si on veut que l'Afrique s'industrialise, ces banques-là devraient avoir un montant de capital de loin supérieur à ce qu'elles ont maintenant. Et cela s'applique aussi à l'Afrique Bank. Je ne connais pas exactement leurs chiffres, mais je sais qu'on n'en est pas loin. Dans tous les cas, ils font partie des banques sur le continent. On a la chance de l'avoir sur le plateau. On va donc le demander. Surtout cet accompagnement des banques africaines, on sent honnêtement ce faible niveau d'implication, notamment sur les questions de développement de notre continent. Pourquoi vous n'êtes pas avec nous?
Moi, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour la BAT, mais je peux vous dire qu'Afreximbank est avec vous. Afreximbank a toujours été avec vous. Et Afreximbank sera avec vous. Quelques exemples. Madame a parlé, n'est-ce pas, comme priorité ou comme préalable, l'infrastructure. Une des raisons pour laquelle Afreximbank est en train de financer des parcs industriels à travers le continent, c'est que nous avons deux options. Soit dire, on va d'abord construire toutes les infrastructures africaines avant de s'industrialiser. Ou on dit, option 2, on prend le contexte actuel comme une contrainte et on opère dans cette contrainte. Les parcs industriels qui ont l'infrastructure nécessaire, que ce soit électricité ou route, sont faits de manière à contourner, n'est-ce pas, des obstacles plus importants qui sont une contrainte à l'industrialisation. Donc, nous faisons ces parcs industriels pour contourner le déficit infrastructure qui est une contrainte. Ça, c'est dans le domaine, n'est-ce pas, des parcs industriels qui sont en train de financer, d'appuyer de façon très importante, accompagner de façon très importante le processus d'industrialisation. Je dis qu'Afreximbank était avec vous parce que la mission de la banque est de promouvoir les exportations des pays africains. Et nous ne pouvons pas réussir cette mission si nous sommes simplement dans les exportations des produits de base traditionnels. Nous allons atteindre cette mission et la multiplier si nous accompagnons des pays dans le processus de diversification des sources de croissance. Donc c'est pour ça que nous avons aujourd'hui deux stratégies. À court terme, nous avons le trade finance, le financement des échanges, mais également à moyen et à long terme. Notre portefeuille aujourd'hui est structuré de manière à financer le court terme et le moyen et long terme. Nous avons Project Development, Project Export Development, où on finance, n'est-ce pas, les industries. Un exemple, n'est-ce pas, pour appuyer dans ce sens, c'est que nous avons lancé il y a quelques semaines ce que nous appelons des Global Facility Line, où nous avons décaissé des milliards de dollars pour des gens comme Dangote, ce que nous appelons African Industrial Champions, des investissements transfrontaliers pour, n'est-ce pas, accompagner ce processus. Donc Afreximbank est très présent et le sera encore plus dans les années à venir. Oui, honnêtement, nous le reconnaissons, nous vous voyons effectivement sur le continent, mais professeur, reconnaissez que vous ne pouvez pas seul. Je suis entièrement d'accord avec vous parce que les besoins en termes de financement sont énormes. Aucune institution ne peut le faire, encore moins ceux qui sont sous-capitalisés. Alors, Afreximbank a un atout. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le leveraging. Ça nous permet, n'est-ce pas, à partir de là où nous sommes, d'attirer des capitaux extérieurs. Dans le rapport annuel de 2015 que nous avons présenté aux actionnaires, nous avions pour $1 décaissé par Afreximbank fait rentrer dans le continent $7. Donc pour 1 milliard, on a rapporté 7 milliards dans le continent en termes de leverage. Donc c'est une chose sur laquelle nous travaillons de façon très active en renforçant le partenariat au niveau international, mais également au niveau de la mise en œuvre de certains projets. Nous avons ce qu'on appelle syndications, qui permet, n'est-ce pas, nous avons un projet d'$1 milliard, au lieu de le porter entièrement à Afreximbank Project, nous allons mobiliser Standard Chartered Bank, mobiliser les banques ivoiriennes, de manière, n'est-ce pas, à accompagner cette initiative. Je pense que c'est une très bonne idée, mais il faut qu'on le fasse un peu plus, qu'on ait plus de syndications, qu'on ait plus de banques locales, nationales qui sont prêtes à travailler entre elles pour accompagner, n'est-ce pas, des projets qui n'auraient pas pu être importés par une seule institution. D'ailleurs, vous pouvez, Afreximbank, être le chef de file pas dans la mobilisation de ces banques pour accompagner l'industrialisation de notre continent. Docteur Diri Seck, on est prêt à aller à l'industrialisation, mais en même temps, une autre question se pose. Est-ce qu'il faut aller avec une vision de transformer nos matières premières ou bien diversifier l'économie? La question de l'industrialisation en Afrique, qui doit industrialiser l'Afrique? Souvent, dans les discussions, on entend, dès qu'on parle de ce mot-là, il y a la question, ouais, mais bon, il y a les étrangers, on utilise des mots comme investissement stratégique, partenaire stratégique. Ça, là, ce n'est pas de l'économie. Souvent, on pense à l'investissement direct étranger, ce qu'on appelle en anglais foreign direct investment. On pense à de grands noms qu'on veut attirer. Mais je pense qu'il faut surtout, mais alors surtout pas mettre la priorité dessus. Pour deux raisons principales. Si on regarde l'histoire de l'économie et qu'on demande
combien de pays sous-développés ont été développés par l'investissement direct étranger, on a beaucoup de mal à en trouver. Donc ça veut dire que ce n'est pas les étrangers qui viennent chez vous, vous développer, c'est à vous de le faire. Même les pays qui sont nouvellement émergents, quand on regarde l'évolution de leur balance événementielle, c'est-à-dire la partie investissement direct étranger et la partie financement domestique, on se rend compte que finalement, c'est surtout l'investissement domestique intérieur qui donne une impulsion à la croissance. Donc il faut vraiment faire attention à ça. On peut avoir des chiffres rapides en disant ouais, telle compagnie est venue à créer une usine, mais ce n'est pas nécessairement la solution. La deuxième raison pour laquelle on ne doit pas préférer l'investissement étranger, c'est que c'est un flux d'investissement extrêmement volatile. Les entreprises qui viennent en Afrique viennent quand ça va bien. Elles vont venir investir pour toutes sortes de raisons, que ce soit pour des trucs miniers, la consommation. Mais dès que ça va mal, l'Afrique est la première destination qui tombe. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas développer votre pays en disant telle compagnie va venir investir tant de milliards, sachant que s'il y a une crise globale, mais vous les perdez, même si vous n'êtes en rien responsable de ce qui se passe. On ne peut pas faire quelque chose de durable avec autant de volatilité dans les flux d'investissement étrangers. Donc ça reste toujours la même dépendance, par exemple, de nos matières premières par rapport aux cours. C'est la même chose, que ce soit les cours ou bien... En fait, c'est la même semence, c'est la même démarche, parce qu'on se rend bien compte qu'ils viennent pour nos matières premières, essentiellement. Alors qu'on a la possibilité, Madame Patience Ombic, de nous-mêmes encourager l'investissement direct national, parlant de notre objectif qui est l'industrialisation. Il y a évidemment pour ce faire des ressources à mobiliser, puisque d'ailleurs on en parle. Comment arriver à mobiliser ces ressources, que ce soit ces ressources humaines dont on a besoin, et puis ces ressources aussi financières. Donc ces hommes d'affaires, on a donné l'exemple d'Aliko Dangote, qui fait partie aussi de ces personnes qui s'investissent sur le continent. Oui, et ça me renvoie à un concept, celui de leadership. On a tendance à le prendre pour un mot chimérique, pour véritablement de la philosophie. Or, c'est l'une des difficultés qu'on rencontre actuellement sur le continent. Les leaders capables de penser au développement endogène de notre continent. Ça veut dire, on a certes de manière participative des personnes, ressources qu'on rassemble, pour penser à des stratégies d'industrialisation, mais l'implémentation demande autre chose. Ça demande des individus qu'on veut bien suivre parce qu'ils nous servent de modèle. Ça demande des individus qui savent utiliser les différentes ressources qu'on a à disposition pour pouvoir atteindre un but qu'on s'est fixé. Le but, on semble bien le connaître. On se fixe des émergences 2020-2035 par-ci et par-là. On semble avoir identifié nos potentialités en termes de ressources, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avancer? C'est peut-être qu'il y a des clivages, des guerres internes qui font en sorte que on s'entrechoque pour des idées alors qu'on a le même but. Donc moi, je penserai à ce leadership-là, qu'on forme nos jeunes à être davantage impliqués au niveau économique et au niveau social. Je prêcherai également pour l'inclusion de ce côté. C'est clair qu'on va penser aux grands investisseurs, mais voyez également le petit investisseur qui a très peu de moyens et qui voudrait bien se lancer parce qu'il est conscient de ses capacités. Qu'est-ce qu'on fait de celui-là? Quand il se tourne vers le secteur bancaire, est-ce qu'on lui ouvre les portes? Quand il va vers les microfinances, qu'est-ce qu'on fait de lui? Donc, si on se met ensemble, si on compte qu'on a, disons de manière assez bête, 5 millions de tout petits investisseurs, regardez ensemble, ça fait quand même une masse qui vaut la peine qu'on s'y penche. Donc, le leadership et l'inclusion des champions comme des tout petits vaut la peine qu'on mène des études et qu'on les mette dans l'économie. Alors, le docteur Dirissek veut peut-être réagir là-dessus. Me lancer là-dessus. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il ne fallait pas vraiment faire de l'investissement direct étranger la priorité pour financer les investissements dans nos pays. En réalité, il y en a deux autres qui sont intérieurs, donc domestiques, et qui ont beaucoup de potentiel. D'abord, il y a la bourse. La bourse, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régions dans le monde, s'est développée de manière très forte avec les économies. Plus les économies avançaient, plus les perspectives économiques se présentaient et les gens achetaient des parts dans la création de richesses. Mais docteur, on n'a pas cette culture d'investir en bourse. Je le sais. On n'a pas cette culture-là, mais le fait est là. C'est comme se dire quelqu'un, bon, écoute, t'as pas l'habitude des voitures, prends ta charrette, mais quand même, une voiture reste une voiture et ça peut donc nous faire avancer plus vite. Et je pense que les efforts consentis
par exemple, les pays de l'UEMOA à travers la BR20, la Bourse régionale de valeurs mobilières, ont été assez louables, même si effectivement l'absence de culture de bourse a été. Je vais juste vous donner un dernier exemple qui me concerne directement. Il y a 25 ans, j'enseignais au Canada et je suis venu au Sénégal en congé sabbatique et j'avais remarqué, cette question-là dont on parle encore, c'est le faible financement des petites et moyennes entreprises. J'ai fait une étude que j'ai soumise au gouvernement sénégalais en proposant ce qu'on appelait à ce moment-là le Fonds de promotion économique, qui cherchait à trouver un financement pour les petites et moyennes entreprises. L'État devait venir à la BAD, emprunter de l'argent et le confier aux banques qui avaient la capacité d'étudier des demandes de prêts et donc d'investir, de financer les petites et moyennes entreprises. Ils l'ont fait et maintenant, il y a d'autres raisons, ils en ont fait une banque. Donc ça veut dire que le potentiel est là. L'État est capable d'aider au financement de manière indirecte, parce que l'État n'est pas un bon prêteur. Il y a toujours des questions politiques qui s'y greffent, mais par contre, il peut faire confiance à des experts comme le secteur bancaire. Et je pense que la recherche de formes de financement innovantes ne doit pas s'arrêter là. Je crois qu'on peut parfaitement trouver des choses. Par exemple, il y a une autre forme, c'est ce qu'on appelle les crowdfunding ou alors venture capital, c'est-à-dire des gens qui identifient des bons projets et qui mettent leur propre argent. Donc finalement, c'est participatif. Oui. Donc je pense qu'il ne faut pas renoncer, il ne faut surtout pas dire bon, c'est l'étranger qui doit nous financer. Il y a des choses. Dernier exemple. Il y a 2 ans, au Sénégal, 2 entreprises étrangères ont voulu faire une augmentation de capital. Donc, ils vendaient des actions sur la place de Dakar. Enfin, mais en quelques jours, les Sénégalais ont tout acheté. Parce qu'en fait, ils croient dans l'investissement boursier. Et bon, le système a marché, donc finalement. Donc, ça veut dire que si on décidait en fait de systématiser cette forme de financement-là, on aurait encore plus de gens qui achèteraient des actions et donc seraient investisseurs à la bourse. Bon, professeur Hippolyte Foufack, vous allez ajouter, mais je voudrais avant vous poser une question. Vous voyez bien qu'on a plusieurs sources, on a des alternatives au financement. On a parlé de ces crowdfunding, donc ces financements participatifs. C'est peut-être pas ce qui peut arranger les banques, mais en même temps, on est bien obligé de développer, d'avoir une palette. Mais en même temps, est-ce qu'il faut aussi diversifier notre économie pour être sûr qu'on ne va pas dépendre effectivement toujours de l'extérieur? Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est important de se lancer dans un modèle où on ne dépendra pas entièrement de l'extérieur. Ça fait partie des risk mitigations, la gestion des risques. Mais je dois dire qu'avant de revenir à cette question précise de la source de financement, je n'aimerais pas que cette interview extrêmement importante donne l'impression que l'État n'a pas de rôle à jouer dans le processus d'industrialisation. Je pense que l'État est un acteur fondamental. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis ou en Asie, l'État a joué un rôle fondamental dans le processus d'industrialisation. Que ce soit, n'est-ce pas, dans le domaine des politiques industrielles, que ce soit dans le domaine de stratégie industrielle. Vous voyez, n'est-ce pas, je vois que vous parlez en fait de ce que le docteur Diri a dit, mais peut-être qu'il voulait plutôt dire de laisser le marché faire. Je veux dire, il y a des stratégies industrielles qui permettent, n'est-ce pas, au gouvernement japonais d'envoyer, n'est-ce pas, des espions intellectuels pour, n'est-ce pas, accéder à la technologie qui permettra, n'est-ce pas, au Japon de devenir leader mondial dans l'électronique et changer l'industrie automobile et leader dans ce domaine quelques années plus tard. Donc l'État a un rôle extrêmement important à jouer. Je reviens également, actuellement, nous avons un débat important à Londres. Theresa May parle de la politique industrielle britannique qui fait qu'ils ne veulent plus dépendre, n'est-ce pas, de la Chine dans le domaine du nucléaire. Comment relancer l'industrialisation de la Grande-Bretagne? Et la Grande-Bretagne, le gouvernement britannique en ce moment en train de mettre sur pied des policy papers pour orienter et repositionner la Grande-Bretagne. Mais pour revenir à votre question spécifique sur le financement, et je suis un peu d'accord avec le Dr Seck, en ce sens que nous parlons beaucoup des besoins de financement. Et qu'est-ce que nous avons réalisé, nous, à Afreximbank? Au moment où nous cherchons 1 milliard pour développer
les parcs industriels dans ce continent, les pays africains ont des réserves de change dans des pays étrangers, en Europe en particulier, à hauteur de 500 milliards de dollars, des réserves de change. Nous avons lancé ce que nous appelons CENDEPT, le Central Bank Deposit Program, qui est essentiellement dit aux pays africains. Vous avez vos réserves de change à l'étranger. Dans un contexte mondial où les taux d'intérêt sont négatifs, ça ne vous rapporte rien. Déposez vos réserves, une partie de vos réserves à Afreximbank, on va les rémunérer à des taux supérieurs à ce que vous avez pour l'instant. Et en même temps, utilisez ces réserves de change, le Central Bank Deposit Program, pour financer vos exportations, votre processus d'industrialisation. Beaucoup de pays africains n'ont pas compris ce modèle. Mais dès que l'Égypte a mis 1 milliard de dollars dans ce Central Bank Deposit Program, le Nigeria a suivi, le Malawi a suivi, la DRC a suivi. En l'espace de moins de 2 ans, nous avons mobilisé près de 4 milliards de dollars. Donc ces réserves qui sont déposées, n'est-ce pas, à l'étranger, 4 milliards de dollars par rapport à 500 milliards de dollars, c'est une fraction. Donc nous avons beaucoup de ressources. Comment les déployer pour avancer cet agenda important que vous avez mis sur votre plateau aujourd'hui d'industrialisation? C'est la question fondamentale. Oui. Si les pays africains, les leaders africains, leadership, étaient décidés à dire, sur ces réserves de change, nous allons nous rassurer que 10-20% sont investis dans le continent. Je pense qu'on répondrait aux soucis, n'est-ce pas, posés par le professeur Seck, en ce sens que la mobilisation des ressources domestiques pour des investissements de long terme. Donc, en un mot, Dr Diéry, le rôle des gouvernants est bien connu. Il faut que ce soit suffisamment clair, tel qu'on a entendu en tout cas professeur Hippolyte Fofack. C'est ce qui ne suit pas peut-être. Oui, en fait je crois que l'idée que l'on peut avoir chez certains gouvernements, c'est que s'ils ne peuvent pas mener la danse, à ce moment-là, ils se désintéressent de la question de l'industrialisation. Aujourd'hui, j'aimerais le répéter, je suis étonné par la faiblesse du capital des banques africaines, notamment les banques étrangères, les banques continentales. Pourtant, si on regarde toutes ces banques, elles ont pour membres les États africains. Alors comment peut-on comprendre que la BAD, qui est en fait détenue par les Africains et aussi par les non-africains, soit si peu financée? Je veux dire, si moi je suis le président du Malawi, du Kenya ou bien de Côte d'Ivoire, je me rends compte que la part donnée à la Côte d'Ivoire sur l'ensemble des prêts de la BAD est ridicule, mais je vais aller me plaindre au conseil d'administration ou au conseil de gouverneur de la BAD pour dire, écoutez, il faudrait que vous serviez à quelque chose. Et votre capital-là ne suffit pas. Et faire une véritable campagne pour ça. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas pour le gouvernement, pour qu'il ait emprunté et faire des investissements seulement dans l'infrastructure, mais dire, écoutez, vous donnez-nous l'argent, prêtez-nous-le, et nous allons en fait vous aider notre secteur privé. Et c'est un peu cette courroie de transmission qui manque. Et la courroie de transmission devrait commencer par l'augmentation du capital de ces entreprises-là. Justement, sur cette question de l'industrialisation de l'Afrique, mais qu'est-ce que ça peut apporter, ces sommets? En plus, vous êtes à la 4e édition. Madame Patience au BIC. C'est une question qui fait rigoler tout le monde parce que depuis le début des travaux jusqu'à la fin du sommet, on n'avait qu'un seul mot à la bouche, implémentation de tout ce qu'on s'est déjà dit, de toutes les réflexions, de toutes les stratégies. Voilà, implémentation. Qu'est-ce que ça peut apporter? De renier des think tanks, de renier des représentants de gouvernement, de renier des représentants de banques. Ça peut apporter une chose, c'est déjà qu'on voit ensemble comment quitter du papier à la stratégie, comment quitter du papier à l'action. Et c'est clair que quand on voit les différents acteurs qui ont été réunis autour de ce sommet, ça ne peut que donner un résultat satisfaisant. Maintenant, de retour dans les différents pays, évidemment, on compte sur la participation des gouvernements. Il faut également qu'il y ait cet accompagnement-là et cette ouverture au think tank. Parce qu'un think tank, c'est un laboratoire d'idées, c'est là pour suggérer des meilleures pistes de développement. Donc, si nos gouvernements sont suffisamment ouverts, et là, je rejoins le professeur Fofack qui disait qu'on ne peut pas faire sans les États, si nos gouvernements sont suffisamment ouverts, c'est clair qu'on pourra franchir ne serait-ce qu'un petit cap. Donc, l'idée de renier des think tanks, pour moi, ne peut être que salutaire.
Donc, professeur Fofak. Moi, je dis, c'est un sommet important à plusieurs égards. Et l'une des raisons pour laquelle on passe, n'est-ce pas, du gouvernement, du monde académique au think tank, c'est effectivement lié au fait que nous sommes dans une optique aujourd'hui où le calendrier politique fait que les États pensent à très court terme. À partir du moment où cette approche où on pense à court terme a créé une situation où il y a une disconnexion entre les universités et les États, les think tanks vont permettre, n'est-ce pas, d'être cette courroie de transmission entre les recherches académiques et la distillation des résultats académiques en termes de policy, des politiques qui pourront être, n'est-ce pas, mises en œuvre par des États. Donc ça, c'est un premier aspect important sur la nécessité des think tanks. Le deuxième aspect important, M. Coulibaly, c'est que il est très important aujourd'hui de pouvoir sensibiliser les États africains sur les enjeux globaux. Et vous vous rendez compte que la discussion que nous avons aujourd'hui est en partie liée au fait que beaucoup d'États, les leaders africains, n'ont pas une bonne maîtrise des enjeux globaux. Et les think tanks africains qui prennent un peu de recul, qui ne sont pas au feu quotidien comme les hommes politiques, n'est-ce pas, pour pouvoir dans le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, prennent du recul et peuvent, n'est-ce pas, mener des réflexions avec des portées à moyen et à long terme. Donc, l'importance de sensibiliser les leaders africains sur ce qui doit être fait de manière à mieux intégrer les pays africains dans l'économie mondiale. Donc c'est un sommet extrêmement important de ce point de vue. L'industrialisation est un chemin emprunté très vite d'ailleurs par le continent, mais il doit penser à diversifier aussi son économie, toujours basée sur les matières premières, vers l'industrialisation de l'Afrique selon l'agenda 2063 de l'Union africaine ou l'objectif PNUD de 2030. Pour en parler, je recevais professeur Hippolyte Fofak, économiste principal à Afrexim Bank, docteur Diri Seck, directeur général du Centre de recherche en économie politique et membre de l'Académie nationale des sciences des techniques du Sénégal, et puis Madame Patience Ombic, directeur des politiques et stratégies en CAFO Policy Institute au Cameroun. Ce débat est terminé. Cette question, évidemment, est loin d'être épuisée. Question des temps nouveaux pour aujourd'hui, c'est donc terminé. Présentation Kolo Coulibaly, technique d'Amo Désiré, réalisation Eddie Mosson. Merci.